Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce symposium parce que je suis radiothérapeute à Jean Perrin et on est en cours de discussion pour acquérir le papillon. Donc, voilà. C'est une bonne, c'est une bonne raison. Moi aussi, je suis ravi de participer à la modération de ce symposium parce que je suis chirurgien nantais à l'Institut de cancérologie de l'Ouest où on dispose d'une technique de radiothérapie péropératoire dans le cadre du cancer du sein. Et le concept même de faire de la radiothérapie au plus près, au contact des tumeurs et au plus près du bloc opératoire, c'est quelque chose qui porte une idée d'avenir. Maintenant, on va vous écouter. Donc, on va commencer par le premier orateur qui est le professeur Baranger, qui va nous parler de la radiothérapie du cancer du péropératoire. sein. Oui, dans le cancer du sein, appliqué au cancer du sein, parce que je ne saurais pas faire autre chose. Je ne suis pas radiothérapeute. Donc, je suis très content d'être modéré par un chirurgien et un radiothérapeute, donc je vais faire attention de ne pas dire de bêtises. Sachant qu'il y a aussi Jean-Pierre Gérard qui est là et qui va m'observer et qui pourra me contredire si jamais. Oui, j'éviterai. Non, je suis ravi de vous parler de cette technique parce que bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on la connaît. Elle ne prend pas malheureusement l'essor qu'elle devrait prendre, en tout cas à mon goût. Je trouve que c'est plus une technique d'avenir, mais c'est une technique qui s'inscrit dans la tendance de la prise en charge du cancer du sein, de désescalade raisonnée, thérapeutique, où on constate que la tendance est celle d'une multidisciplinarité entre les différentes spécialités. Cette désescalade, on l'a vécue ensemble il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec l'introduction de la technique du ganglion sentinelle qui a complètement et radicalement modifié la prise en charge chirurgicale de l'ECL, où on passait d'une chirurgie un type de curage avec l'ablation d'une dizaine de ganglions, une quinzaine de ganglions, à l'ablation de 1 à 2 ganglions. Et aujourd'hui, les femmes qui ont un curage axillaire, il n'y en a plus tant que ça. Fort heureusement, on a bien inversé les choses depuis une quinzaine et une vingtaine d'années, sans compromettre la qualité de la survie pour ces patientes, avec une amélioration de la qualité de vie. Donc, cette technique s'inscrit dans la personnalisation des traitements que l'on attend et qu'on met en place depuis de nombreuses années. C'est de l'innovation technologique. Et je vous avoue que quand je suis arrivé à Nice, maintenant il y a 13 ans, la première chose que m'a dit Monsieur Gérard, il m'a dit, tu verras Emmanuel, on va mettre en place la radiothérapie péropératoire. Mais ce ne sera pas avec un trabim, ce sera une nouvelle technique. Donc je l'ai regardé avec des gros yeux et je lui ai dit, c'est super, j'aimerais bien pouvoir le faire parce que là où j'étais auparavant, on le faisait un peu de temps en temps, mais pas autant que ça. Alors c'est quoi le rationnel de la radiothérapie péropératoire? C'est que finalement, les cancers du sein sont de plus en plus précoces, grâce au dépistage en particulier, à la sensibilisation des personnes, que les risques de récidive locale après traitement conservateur restent quand même relativement faibles, que dans la grande majorité des cas, lorsqu'il y a une récidive, elle se situe au pourtour de la lésion. Donc le rationnel paraît simple, c'est on va peut-être irradier simplement à l'endroit où on en a besoin, où le risque de récidive est plus important, et plus irradier la totalité du sein, dont on sait que ça a des conséquences, des effets indésirables, surtout lorsque les femmes ont des seins relativement volumineux, lorsque c'est un cancer du sein du côté gauche. Et puis un autre bénéfice, si on se place dans la logique du citoyen, comme je vous avais dit précédemment pour une présentation, c'est diminution des coûts pour l'assurance maladie et donc pour le citoyen. Ça peut aussi avoir du sens à notre époque où les caisses sont vides, semble-t-il. Il y a deux techniques, j'en parlerai pas parce que je pense que je dirais des bêtises et que ce sera mieux dit par des radiothérapeutes. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a celle qui délivre des rayons X de basse énergie, l'intrabim et le papillon dont on va parler. C'est la technique que nous avons mis en place à la Cassagne. Et je vais vous présenter à travers deux essais qui ont été effectués à la Cassagne, mais au préalable, toujours celui qui fait référence, c'est Targit avec l'intrabim, donc vous avez probablement fait partie à l'époque aussi, où avec cette technologie, on faisait une irradiation localisée avec un nombre de patients qui est quand même qui était relativement conséquent, plus de 2000 patientes, un suivi médian qui à l'époque, au moment de la publication, il y a maintenant pratique plus de 20 ans, suivi médian de 3 ans, on avait démontré que la récidive locale n'était pas statistiquement différente, que l'on réalise une irradiation partielle
péropératoire versus une irradiation conventionnelle au niveau du sein où il y a eu le cancer. Par contre, on observait moins de décès liés au cancer du sein et puis moins de toxicité cardiaque, bien évidemment également. Suivi à plus long terme, pratiquement 9 ans. Je vous rappelle que les recommandations de l'HAS datent de avril 2016, donc précédent à cette publication qui date de 2020, où là, les critères d'inclusion étaient les mêmes, des tumeurs de petite taille, CN0, accessibles à un traitement conservateur, bien évidemment. Résultat en termes de récidive locale avec un suivi plus important, sachant qu'il y avait un groupe où il pouvait y avoir un rattrapage, bien évidemment, par une irradiation complète lorsqu'il y avait un envahissement ganglionnaire. Mais pour celles qui n'avaient pas d'irradiation complète et juste une irradiation locale, eh bien, il n'y avait pas de différence statistiquement différente entre le groupe avec radiothérapie conventionnelle versus irradiation partielle. Une mortalité qui était pour autre cause que cancer qui était significativement inférieure, donc ça confirmait ces éléments-là. Et je me souviens qu'à l'époque, au moment de la publication de ce papier, j'avais contacté Jean-Marc, qui était président à l'époque de la SFCO, c'est ça, hein. Je lui avais dit quand même c'est dommage, il faudrait qu'on me refasse une saisine auprès de l'HAS, étant donné par une société savante, et voilà, je pense que vous les avez fait une saisine il y a quelque temps, pour demander un remboursement de cette technique qui, je vous le rappelle, est remboursée dans tous les pays limitrophes à la France. Pareil, en termes de survie sans récidive et autres, il n'y avait pas de différence. Alors, on a mis en place avec M. Gérard, le professeur Gérard, donc cette étude qu'on appelle Papillon Plus, une étude de phase 2, dont l'objectif était d'évaluer la délivrance de la dose dans le lit d'exérèse. L'objectif secondaire, la tolérance de cette procédure, évaluer la survie sans récidive et la survie sans récidive locale, et évaluer la qualité de l'application de l'utilisation du marqueur de la sphère au bloc opératoire, donc une évaluation par le binôme radiothérapeute et chirurgien. Les critères d'inclusion des tumeurs de bon pronostic chez des femmes plutôt âgées post-ménopausiques, c'était des cancers invasifs, évidemment, de type NST principalement, sans envahissement radioclinique de l'aisselle et compatible avec une chirurgie conservatrice de l'aisselle. 3 intervenants au bloc opératoire, le chirurgien, le radiothérapeute et le physicien médical. Donc, on a réussi à associer ces trois spécialités. On débutait à l'époque, et on débute toujours par l'exérèse de la technique du ganglion sentinelle. C'était la seule indication d'examen extemporané, parce que si jamais il y avait un envahissement, non, on ne faisait pas de curage, mais on renonçait à la radiothérapie péropératoire et on passait à une radiothérapie conventionnelle. L'exérèse se faisait plutôt par voie directe, évidemment pour mettre en place correctement l'applicateur, et le choix de l'applicateur était décidé en concertation, si je puis dire, avec le radiothérapeute et le chirurgien pour que ça puisse englober la totalité de la berge de la tumorectomie. Donc, on réalise une bourse, technique standard, quel que soit l'applicateur utilisé au niveau du lit tumoral, et puis on introduisait l'applicateur avec le bras mécanique qui restait bien stable. Ensuite, on serrait la bourse, la peau était écartée de l'applicateur, on mettait des compresses humides, et au préalable, bien évidemment, vous pouvez voir que l'on mettait en bas, en profondeur, les éléments qui permettent de doser ici en profondeur, latéralement, et puis au niveau de la peau. Donc, c'était l'objectif principal de l'étude, savoir quelles étaient les doses reçues à ce niveau-là. Donc, on lançait les radiations. L'anesthésiste, tout le monde sortait de la salle. Ça a duré 39 secondes en moyenne. 39 secondes. Dose de 20 Gray qui était délivrée en 39-40, en tout cas moins d'une minute. Alors, évidemment, c'était le radiothérapeute qui avait le droit d'appuyer sur le bouton rouge. Hein. Pas nous, hein. On n'avait pas le droit, on s'écartait. Ah oui, c'est le physicien. Ouais. Oui, c'est vrai. Il suivait bien, M. Gérard. Donc, les résultats, alors d'abord, pas de réintervention chirurgicale, pas de récidive, une bonne tolérance de la part des patientes, une grande satisfaction et puis un résultat cosmétique qu'on a évalué en post-opératoire, immédiat et un peu plus à long terme, qui était tout à fait satisfaisant. Vous voyez que les caractéristiques clinico-pathologiques des patientes, rien de particulier, des tumeurs de bon pronostic globalement. Les doses délivrées, que ce soit en profondeur ou à l'équateur, elles étaient celles qui étaient attendues pour délivrer suffisamment de doses. Et à la peau, vous voyez que les doses étaient quand même très faibles. Il n'y a pas eu
d'atteinte cutanée, en tout cas de rougeur ou d'inflammation à ce niveau-là. La toxicité était excessivement faible. Donc on était plutôt satisfait des résultats. Fort de cette étude, nous nous sommes en cours de réalisation d'une deuxième étude, cette fois-ci RPOS+, dont là on évalue la toxicité comme objectif principal à moins de 6 mois, et puis des objectifs secondaires, la tolérance globale, la survie sans récidive, la survie globale et la qualité de vie des patientes et le résultat esthétique, bien évidemment. Nous sommes dans les mêmes critères d'inclusion que sont ceux du GEC-Estro, des patientes ménopausées, plutôt de bon pronostic. On a inclus les tumeurs in situ, les carcinomes intracanalaires. Les tumeurs étaient inférieures à 20 mm à l'examen clinique et en radiologie. Pas d'envahissement ganglionnaire prouvé à l'examen clinique ni en imagerie, une chirurgie conservatrice du sein et pas de chirurgie préalable. 37 patientes screenées, 32 ont été inclus à ce jour. Vous voyez que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire. Ce sont des patientes relativement âgées. Les tumeurs étaient de petite taille. Il s'agissait de carcinomes invasifs dans tous les cas, de récepteurs hormonaux positifs, HER2 négatifs, un sein gauche ou droit équivalent et une tumeur in situ à ce niveau-là également. Donc des tumeurs de bon pronostic. Quel applicateur on utilisait? Dans la grande majorité des cas, il s'agissait d'un applicateur dit de taille moyenne, ni le 3, plutôt le 3,5, celui qui est le plus facile à mettre en place vu la taille, étant donné que la tumeur était de petite taille. Les localisations supéro-internes ou les localisations inférieures sont plus difficiles, évidemment, à combler par l'applicateur, mais globalement, dans les cadrans supéro-externes et à l'union des cadrans supérieurs, on avait suffisamment de glandes pour pouvoir utiliser les applicateurs, même de 4 et 4,5. On commence évidemment par la chirurgie axillaire dans un premier temps. La durée de l'irradiation était inférieure à 1 minute. 21% de lymphocèles, mais ce sont des lymphocèles, on incluait les lymphocèles axillaires de la technique du ganglion sentinelle également. Donc, en réalité, les lymphocèles au niveau de la tumeur elle-même étaient quand même nettement plus faibles. Et puis, vous voyez que les effets indésirables sont relativement acceptables, en tout cas acceptables pour une technique d'irradiation locale. Alors, finalement, nous, on l'utilise quasiment en routine, sachant qu'on verra après un problème de financement, mais voilà, des tumeurs de bon pronostic, de moins de 3 cm, unicentriques bien évidemment, à faible risque de récidive. On l'inclut bien évidemment dans notre essai thérapeutique et on les propose autant que possible, notamment pour les femmes âgées qui sont éloignées de l'établissement pour diminuer les allers-retours, même si aujourd'hui on fait de l'hypofractionnement et qu'il y a nettement moins de séances qu'auparavant. Je vous rappelle mais peut-être que vous en saurez un peu plus sur la radiothérapie, il est intégré dans les propositions du gouvernement un forfait de radiothérapie basse énergie qu'on appelle E3, radiothérapie de basse énergie avec électrons péropératoires qui finalement devrait permettre un financement tant attendu. On espère en 2026. En tout cas, moi, j'en sais pas plus à ce jour. En tout cas, on continue à discuter sur le sujet. Alors, pour conclure, c'est une technique qui est simple, qui est reproductible. Il n'y a pas de nécessité de courbe d'apprentissage. Il faut une coopération radiothérapeute et chirurgien, bien évidemment. Les données scientifiques, elles sont suffisamment robustes pour montrer l'efficacité de cette technique si on sélectionne bien les patientes à faible risque de récidive. Les résultats esthétiques sont tout à fait satisfaisants et les patientes sont satisfaites. Et je crois que le bénéfice médico-économique, même si ce n'était pas l'objet de la présentation, est plutôt en faveur, une balance en faveur de cette nouvelle technique qui, je vous le rappelle, est remboursée dans les principaux pays limitrophes à la France. Voilà, c'est ce qu'on appelle, pour nous, le traitement éclair. La patiente rentre, elle fait sa chirurgie, elle est irradiée et puis elle ressort avec l'ordonnance d'hormonothérapie et puis le traitement est terminé. On la revoit en post-op ensuite pour lui annoncer les résultats, mais il n'y a rien de plus. Et elle ressort le même jour, c'est de l'ambulatoire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question sur la durée opératoire. Du coup, l'irradiation, c'est 1 minute, mais le temps de faire la bourse et tout ça, ça rajoute... Quand le radiothérapeute nous laisse tranquille, on a pour 10 minutes de plus, pas plus. D'accord, oui, donc c'est vraiment pas... Non, c'est vraiment, ça va très vite. Le plus long, c'est la mise en place du bras. C'est vraiment parce que ce soit bien dans l'axe. Voilà, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus long. La vérification, mais globalement, ça rallonge pas beaucoup. Si on commence à l'heure, les anesthésistes sont là.
qu'ensuite tout se passe bien. Non, mais ça, c'est vraiment pas très long. Après, l'inconvénient, je dirais que c'est presque l'incision directe. Oui, voilà, c'est ce que nous ont dit nos chirurgiens qui. Ouais, c'est presque ce qui m'ennuie le plus. Après, c'est des patients âgés. Enfin, on le met dans la balance, on explique à la patiente. Les patientes. Après, il y a des jolies cicatrices, des belles cicatrisations avec incision directe. Hein. La cicatrice, elle est du coup un peu plus. Il y a une cicatrice plus visible. Elle peut être directe. Elle peut être directe. Alors, autant que possible, pas dans le décolleté si possible, mais elle n'est pas ni périaréolaire ni dans le sillon. Ok. Et j'avais pas trop tiré sur la peau pour. J'ai une deuxième question et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chirurgies du sein qui sont faites en robot. Ou je me trompe? Non, ça n'existe pas. Ok. Non. Donc j'avais demandé si c'était quelque chose. Qui était. La chirurgie du sein en robot, c'est les mastectomies principalement. Ok. Après. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis, mais pour moi, c'est. D'accord. Très bien. Dans ce cas, c'est pas un problème. Ouais, peut-être. Alors, moi, je suis hyper intéressé par ta présentation parce que donc à Nantes, on a l'expérience de l'intrabim et on s'est beaucoup intéressé à l'intrabim parce qu'il y a des aspects qui sont super pour la patiente d'avoir une irradiation dans le temps opératoire et donc de pas avoir d'irradiation après, et sur le plan économie de santé, mais aussi sur le plan de la gêne pour la patiente qui a des kilomètres à faire. Nous, pour exemple, on a des zones qui sont à 70-80 km du moindre centre de radiothérapie, même aller-retour tous les jours pendant 5 à 6 semaines par rapport à une séance dans la journée en PEROP, c'est quand même pas la même chose. Avec un essai, souvent les industriels ont des idées géniales et heureusement qu'ils sont là. Et puis après, derrière, on a quelque chose qui est tentant, mais on n'a pas beaucoup de preuves que ça fonctionne. Je pense à tout ce qui est PIPAC, tous ces trucs-là, c'est hyper intéressant, mais les preuves manquent quand même. Et là, on a un essai randomisé qui montre que voilà, on a quand même des essais qui sont hyper intéressants. Alors, l'intrabim a un inconvénient que visiblement la technique du petit papillon n'a pas, c'est le délai. C'est-à-dire que l'intrabim, que ce soit les chirurgiens, l'équipe, ceux qui programment la journée opératoire et les patientes qui se voient avoir du retard dans leur prise en charge parce que la journée, on ne peut pas mettre trop de malades parce que l'intrabim, en fonction de la taille du cercle qu'on va mettre, ben, ça peut être entre 20 minutes à 40 minutes de plus de temps opératoire où tout le monde se croise les bras alors qu'on est tous en train de pleurer les sessions opératoires, quoi. Donc là, quand j'ai vu, et c'est pour ça que j'ai demandé à ma collègue, quand j'ai vu la durée de l'irradiation, c'est quand même extrêmement. Là, c'est l'innovation qui change tout. Et à mon avis, une fois qu'on a dit il y a une équivalence, c'est la radiothérapie PEROP, il y a une équivalence en termes de qualité de traitement, l'argument, c'est la durée. C'est-à-dire que l'équipe qui va dire oui mais non, on a déjà entendu ça avec Intrabim, on sait que les équipes qui ont Intrabim en font finalement pas tant que ça parce que c'est tellement long, et ben là stop, c'est fini, terminé. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il manque le remboursement bien évidemment. Oui, établissement de santé. Oui, bien sûr, mais alors c'est extrêmement surprenant ça, les possibilités de mobiliser ou pas la HS. On a vu les gens qui défendent la CHIP pour la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale ont réussi à faire une saisine de la HAS et quand on arrive à faire ça, là il y a un énorme travail qui se met en place, un espèce de bulldozer de revue de la littérature, d'analyse médico-économique, etc. Tout ça pour aboutir pour la CHIP à dire non, on ne remboursera pas puisque finalement il n'y a pas d'indication prouvée. Là, c'est intéressant parce que on a des économies de santé et on a des preuves. Donc voilà. Après, il faut réussir à convaincre. On a juste je vous laisse juste la parole après, juste l'opportunité que ça s'inscrit dans la réforme de l'irradiation et que ça peut être inscrit maintenant en espérant que ça soit valorisé. C'est ça l'opportunité. C'est la fenêtre. Oui. Je voulais juste savoir quand vous aviez à l'ANAPAT après une atteinte des berges de tumorectomie. Du coup, vous reprenez et est-ce qu'il faut refaire de la radiothérapie? Après, on fait la dermato. On en refait, on élargit, on fait une irradiation complète. Ce sera comme un boost là. Merci. Et bien maintenant, le docteur Durand qui va nous parler de la dermatologie, de la radiothérapie de contact dans les tumeurs cutanées. Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Durand-Labroni, je suis oncoradiothérapeute. Je travaille à Gustave Roussy et moi, je vais vous parler du coup de la radiothérapie de contact, mais dans les cancers cutanés. Le traitement chirurgical est le traitement standard
des tumeurs cutanées, que ce soit les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes basocellulaires. Ce sont des tumeurs qui sont traitées chirurgicalement, mais il y a certaines situations qui peuvent être difficiles ou à risque. Il y a les localisations anatomiques qui sont complexes, le nez, l'œil, au pourtour de l'œil, la bouche. La chirurgie peut être délabrante, même si les chirurgies de reconstruction sont impressionnantes et très efficaces, ça peut être difficile. Il y a des tumeurs localement avancées pour lesquelles le risque de récidive est élevé. Et je vais assez peu parler de ce type de radiothérapie-là. Et il y a surtout les patients âgés ou porteurs de comorbidité, c'est-à-dire que les tumeurs sont opérables, résécables, avec des reconstructions satisfaisantes, mais les patients sont, eux, non opérables, ou alors difficilement opérables, ou difficilement mobilisables. Et dans ces cas-là, la radiothérapie peut présenter une alternative efficace et conservatrice. Je vous montre, c'est pour vous montrer surtout les courbes. À droite, c'est le contrôle local. Ça, c'est une série rétrospective américaine de carcinome basocellulaire. La courbe du haut, c'est sans facteur de risque. La courbe du bas, c'est avec facteur de risque. Et vous voyez qu'il y a globalement plus de 95%, autour de 90-95% de contrôle local, même à long terme. J'ai pris j'ai pris cet exemple-là. Il y a plein de séries rétrospectives et il y a très peu d'essais prospectifs. Il y a beaucoup de séries rétrospectives. Celle-là avait une surveillance assez longue, parce que la radiothérapie, c'est efficace, mais est-ce que la maladie va pas revenir plus tard? C'est un petit peu ça la question. Et ça, pareil, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de séries avec des techniques différentes, mais les résultats, globalement, sont très très bons. Ce sont des tumeurs qui sont très radiosensibles. Le carcinome épidermoïde cutané et le carcinome basocellulaire sont des tumeurs qui répondent très bien à la radiothérapie, avec des taux de contrôle locaux qui sont très bons. C'était pour vous dire, voilà. Et ça, c'est radiothérapie, c'est la radiothérapie externe classique. Il y a des électrons, il y a de la curithérapie ici, il y a de l'orthovoltage, c'est-à-dire des faisceaux de faible énergie. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler de radiothérapie de contact. Donc, la radiothérapie de contact, c'est pas nouveau, et surtout dans la peau, puisque déjà, dans les années 30, c'est aussi vieux finalement que la découverte des rayonnements. Et très vite, on s'est mis à appliquer de la radiothérapie sur ces tumeurs cutanées parce qu'elles sont faciles d'accès. Et c'est facile, en fait, d'irradier des tumeurs cutanées comme ça. Ça, c'était donc, j'ai pris c'est les photos de Jean-Pierre Gérard qui était venu l'année dernière, en juin dernier, à Gustave-Roussy. C'était notre première journée de traitement. Et donc, on avait une tumeur de la peau qui était assez volumineuse, comme ça. Et c'est pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Le patient est installé. Là, c'était un patient qui était âgé, il a 90 ans. Il est sur son fauteuil. On l'emmène dans la salle sur son fauteuil roulant, on l'installe. On place l'applicateur directement au contact de la tumeur et on irradie comme ça. C'est un schéma qui est explicatif pour le rectum, mais c'est pour vous montrer que la dose de radiothérapie, lorsqu'on prescrit la dose, on prescrit la dose à la surface. On prescrit 30 gray à la surface. Ici, c'est la muqueuse rectale, mais ça marche. C'est la même chose pour le tissu cutané. Et à 5 mm, il y a déjà la moitié de la dose, plus de la moitié de la dose qui va disparaître. Donc, pour des tumeurs qui sont parfois très épaisses, on peut se dire, est-ce qu'on va pas ne pas être assez efficace avec ces rayons qui vont finalement pas suffisamment profondément, sachant qu'on recherche ces rayons de faiblement énergie pour justement éviter la toxicité en profondeur. Et il se trouve que comme on fractionne cette radiothérapie, comme on fait une séance tous les 3-4 jours, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend un petit peu des doses qu'on va prescrire, la tumeur, elle va répondre comme ça, couche par couche. Et en fait, au fur et à mesure, on va déposer la dose de plus en plus profondément dans la tumeur. Donc, ça marche surtout pour les tumeurs qui sont, je dirais, qui bourgeonnent, et pas trop pour les tumeurs qui infiltrent. Dès qu'il va y avoir de la tumeur en profondeur, ça va être beaucoup plus difficile d'irradier en radiothérapie de contact. Et là, on va utiliser plutôt de la radiothérapie externe plus classique. Ça, c'est pour vous montrer comment pareil, c'est l'évolution. Ici, une tumeur. Vous voyez l'applicateur. On met une marge. On met une marge autour de cette tumeur. En chirurgie, c'est pareil. Il y a des tumeurs qui vont des marges qui vont de 5 à 10 mm. Pareil, là, on essaye de mettre une marge avec un applicateur qui est avec un diamètre un peu plus important que celui de la tumeur. Il y a une réaction inflammatoire qui se crée, c'est assez fréquent. Et puis finalement, ça cicatrise. Et on a cet aspect assez typique de cicatrice sur la peau, mais c'est pareil en fait dans le rectum ou ailleurs, c'est souvent un aspect un petit peu nacré comme ça du tissu.
Je vais passer assez rapidement sur notre expérience parce qu'elle est assez courte. Ça sont les résultats à 9 mois de notre expérience à Gustave Roussy. On a traité 43 patients en radiothérapie de contact, dont 26 patients pour de la peau. Et c'est pourtant, on a acheté l'appareil pour faire du rectum et on a très vite fait plus de peau que de rectum. Parce que, en fait, quand on a la technique, ces patients, ils existent en fait. Ils sont souvent soit pas traités, soit traités par radiothérapie externe, mais c'est beaucoup plus complexe de faire de la radiothérapie externe parce qu'il faut faire un scanner, il faut faire des contentions pour les patients, et quand ils ont 80, 90 ans, c'est pas forcément facile. Et donc, on a entre 1 et 5 patients par mois, nouveaux patients par mois. Ça sont nos résultats. Donc, vous voyez, notre follow-up, il est de 6 mois. Ce sont des tumeurs qui vont de 10 à 40 mm, sachant que la médiane, c'est environ 25 mm. Et ce sont des tumeurs avec des localisations assez particulières, assez difficiles d'accès, comment dire, avec des chirurgies plus complexes que pour à la limite, pour le coup frontal, c'est pas très complexe, mais prétragien, quand il y a une petite invasion de l'oreille, ça peut devenir déjà un petit peu complexe. Quand c'est l'oreille, la paupière, le canthus, la lèvre, tout ça sont des chirurgies qui peuvent être délabrantes. Ce sont essentiellement des carcinomes basocellulaires, mais pas que. Et on utilise 2 schémas de dose. Le schéma niçois, on va dire, qui est de 40 degrés en 6 fractions. On fait 2 fractions par semaine pendant 2 semaines, puis 1 fraction par semaine pendant 2 semaines. Ou un schéma encore plus hypofractionné avec des séances de 20 grès. On fait 3 fois 20 grès toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ça, c'est notre ami Nicolas Barbet qui fait ça à Mâcon. Et ça fonctionne très bien. On a 70% de réponse complète pour l'instant. J'ai mis qu'il y avait une dizaine de pourcents qui étaient en réponse partielle. C'est parce que vous allez voir que la réponse immédiate à la radiothérapie n'est pas toujours facile à apprécier. Ça fait parfois des ulcères et toujours difficile de savoir si cet ulcère il va cicatriser ou est-ce qu'il va se perdurer parce qu'il est tumoral. Et c'est la même chose pour les cancers du rectum. Ça peut parfois être un petit peu stressant, mais il faut attendre. Et on a eu un seul patient qui a progressé de façon assez étonnante, très très étendue. Un mécanisme de résistance ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était très étonnant. Quelques petits exemples de patients qu'on a traités, justement. Ça, c'est un canthus interne, un patient de 79 ans, 15 mm. Et donc, on applique l'applicateur directement au contact de la tumeur. On met un petit cache plombé. On anesthésie l'œil. Anesthésie. On met des petites gouttes anesthésiantes au niveau de l'œil. On met un petit cache plombé sur l'œil pour le protéger, sous la paupière. Et sous les paupières et au niveau de l'œil. Et puis on irradie comme ça. Et les irradiations, elles sont aussi très rapides. Quand on fait une séance de 7 grès, c'est moins de 30 secondes. Voilà un exemple pour une lèvre supérieure. Voilà des tumeurs qui peuvent être difficiles en chirurgie. Une patiente qui a 94 ans, qui était démente pour le coup, donc avec des troubles cognitifs assez importants. Et là, la radiothérapie de contact, c'est idéal. C'est quelqu'un qui ne tiendrait pas forcément en place pendant les 1 ou 2 minutes que durerait une séance de radiothérapie plus classique, enfin 1 ou 2 minutes d'irradiation, mais même là, plutôt les 10-15 minutes que durerait une séance de radiothérapie d'externe classique. Donc là, il suffit d'appliquer l'applicateur. On peut même le maintenir au niveau de la patiente. Et puis, ça permet des réponses. Ça, c'était une tumeur infiltrante, donc il répond un petit peu moins bien. Il y a peut-être un petit reliquat ici. Mais c'était que 5 mois après. On attend, on va voir comment ça se passe. La patiente a 94 ans. On pourra toujours refaire de la radiothérapie si cet endroit-là repousse. On peut réirradier. Et voilà un patient avec une tumeur assez impressionnante qui était assez épaisse et qui a très très bien répondu puisqu'on n'a fait que 2 séances chez ce patient. On en avait prévu 3 potentiellement. On a fait 2 séances de 20 grès sur cette tumeur avec un applicateur qui faisait 40 mm. Le jour de la 3e séance, voilà l'aspect qu'on a retrouvé. On a décidé de ne pas traiter parce que c'était déjà bien ulcéré et qu'on ne voulait pas créer de toxicité. Et puis 3 mois plus tard, il y a un aspect de réponse complète avec une cicatrisation complète. Et pareil, ça c'était un patient qui avait du mal à se mobiliser, qui a fait son traitement assis sur sa chaise roulante. Un autre exemple prétragien, c'est un carcinome épidermoïde cette fois-ci. Voilà, pareil, une patiente avec des troubles cognitifs et ça fonctionne très très bien. Là aussi, on a fait 3 fois 20 grès. Assez peu de radiodermite finalement. 1 mois après la première fraction, il n'y a pas tant de réactions inflammatoires que ça.
Et ça, c'est des photos que Jean-Pierre m'a renvoyées. J'ai encore jamais fait ça, mais peut-être prochaine fois. Ça, c'est une tumeur qui fait clairement plus que les 4 cm d'applicateur qu'on a. Et donc, c'est Jean-Pierre et Karen Benezeri à La Cassagne qui ont fait plusieurs applications comme ça sur la même tumeur pendant la même séance, 7 grès, puis 7 grès, puis 7 grès. Pas la même séance, d'ailleurs, à quelques jours d'écart. Et ben, ça a permis une réponse complète chez cette patiente. Donc voilà, on peut faire on n'aime pas trop, hein, parce que dosimétriquement, on sait pas, c'est un peu particulier, mais empiriquement, il se trouve que ça marche et sans trop d'effets secondaires. Et là, c'est pareil, c'est Jean-Pierre qui m'a envoyé ça. C'est une étude, c'est une série rétrospective de patients traités à la Cassagne pour des carcinomes cutanés de la paupière. Et donc, il y a des patients qui étaient traités en adjuvant, en radiothérapie adjuvante ou exclusive, soit en première instance, soit des récidives. Et le taux de contrôle local, quand c'est adjuvant, c'est 100%. Quand c'est avec la radiothérapie exclusive et que ce sont des rechutes, il y a un petit peu plus de rechutes locales. Mais globalement, le contrôle à 7 ans, il est de 96%, au prix de assez peu d'effets secondaires. Vous voyez, effectivement, on voit, hein, quand on traite près des yeux, même en radiothérapie externe, il y a la conjonctivite, mais c'est temporaire. Et à long terme, il peut y avoir un petit peu de larmoiement ou à l'inverse de la sécheresse, mais c'est des taux assez faibles, c'est du grade 1 et c'est moins d'un quart des patients. Voilà. Les avantages, c'est que c'est rapide, très bien toléré. Il n'y a pas d'immobilisation complexe, et je crois que c'est ça aussi le problème de la radiothérapie externe chez ces patients-là, c'est de les mobiliser, les installer sur la table, la contention qui tienne pendant toute une séance. C'est compliqué. La bonne retroproductivité, c'est facile. Les zones cutanées sont accessibles et c'est idéal donc pour les patients âgés ou qui refusent la chirurgie. Voilà. Oui, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Avec des images comme ça, c'est pas. Ouais, c'est possible. Bah, moi, j'en ai quand même une pour les caches plombées. Du coup, c'est des caches plombées personnalisées que vous faites. Non, avant, non, c'est des. non, franchement là, c'est vraiment très archaïque. On a vraiment du plomb, une petite lame plombée qu'on met dans un petit gant. On le place vraiment sous l'œil et c'est assez bien toléré, hein, avec l'œil, avec l'anesthésiant oculaire. C'est très bien toléré. Ça fait pas mal, ça tient bien, vraiment pas de souci. Mais si les résultats à long terme sont intéressants, là on parle pas trop de long terme, ce sont souvent des personnes âgées. Exactement. Mais c'est tellement moins délabrant que la chirurgie que c'est extrêmement intéressant pour ce genre de tumeur, même chez des patients moins âgés en fait. Ouais, ouais, c'est toujours. Alors là, je pense que je suis toujours un petit peu plus. Enfin, on le fait, hein, pour des patients qui refusent catégoriquement la chirurgie. C'est quelque chose qui est largement faisable. Il manque un peu le recul nécessaire. Après, quand on voit les résultats des séries, la première série que j'ai montrée, là, qui était publiée dans le Journal Rouge, un journal de radiothérapie internationale, c'était une série du MD Anderson, je crois, ou de quelque chose comme ça. Il y avait quand même un recul à plus de, c'était 60 mois, je crois. Donc bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Donc je pense que le risque de récidive locale, il est assez faible. C'est juste que prospectivement, on n'a pas vraiment de données, et puis il manque un essai clinique, et donc on est en train d'un petit réfléchir de comment le construire en fait. Comment monter cet essai. essai. Comment monter cet essai. Quelle serait la dose qu'on utiliserait si on se cantonne qu'à la technique de radiothérapie de contact qui reste assez niche. Cela dit, hors papillon, il n'y a pas que le papillon pour le coup dans la radiothérapie de contact, donc il y a quand même pas mal de centres qui le font. Et quelle dose et vers quel patient sélectionner en fait. Hein. Ouais. Donc pour l'instant, je suis en tout cas dans mon centre à moi, je suis dans une phase de démonstration auprès de mes collègues chirurgiens et oncologues que ça fonctionne. Et ils sont assez et ça marche pas mal. Ils en adressent de plus en plus. Et ensuite, on va réfléchir ensemble, je pense, à comment monter un essai. Ouais, ce serait intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Très bien. On va donc avancer vers le dernier topo de Jean-Pierre Gérard qui va être sur la contact thérapie. Guérir le cancer en préservant l'organe. Donc, on parle de cancer du rectum. Vous avez vu que cette radiothérapie de contact, elle guérit avec le chirurgien les petits cancers du sein en 1 minute. Elle guérit les cancers
cutanée et vous allez voir qu'elle peut guérir également les cancers du rectum. Et je fais un titre un peu provocatif pour les chirurgiens. Lundi prochain, je change mes pratiques. J'ai travaillé pendant 30 ans à Lyon. Je suis depuis 20 ans avec le plus grand plaisir au centre Antoine Lacassagne avec le professeur Baranger. Mais depuis janvier 2024, M. Baranger m'a autorisé à prendre ma retraite. Donc je suis totalement libre, je n'ai plus aucun conflit d'intérêt, mais j'ai 2 biais fondamentaux. Je crois à la clinique comme les chirurgiens. Je crois qu'il faut examiner, palper les malades et je crois aux essais randomisés. Et ça me fait penser à la phrase de Aurélien Dupré l'année dernière. Et la radiothérapie de contact, comme la chirurgie, c'est un art clinique à valider par des essais randomisés. Et ma vie a été très simple. J'avais un patron fabuleux qui s'appelait Papillon. Il guérissait des petits cancers du rectum. Je n'ai rien fait de mieux que lui. Simplement, j'ai fait des essais randomisés pour apporter ce qu'on appelle l'évidence. On a fait en 2023 à Nice le congrès Lucar qui réunissait tous les essais randomisés avec comme objectif la conservation du rectum. Et Cyril Bendia du centre a écrit un article dans Acta Oncologica où il y a tous les essais randomisés actuels, passés, notamment les essais en cours sur la conservation et les essais qui concernent l'exérèse locale. Il y a absolument tout dedans. Et dans ces essais, bien sûr, vous avez Oprah des Américains, vous avez les Allemands, vous avez le Grécard, vous avez Star Trek des Anglais, Totem. Et voilà, toutes les différentes modalités. Et bien sûr, je me permets de signaler que la seule qui obtient 93%, alors je suis désolé que Philippe Rouanet soit pas là parce qu'il a fait il y a un quart d'heure une conférence qui disait conservation 100%. Je suis simplement à 93%. Bon, peut-être qu'un jour on y arrivera. Et j'étais avec Philippe Rouanet à Sao Paulo, à Bergama, et il y avait le chirurgien Bill Hill qui se levait pour féliciter à Bergama et qui lui disait « Angelita, vous nous avez appris quand est-ce qu'il ne fallait pas opérer ?» Et la réponse, c'est quand on a une réponse clinique complète, eh ben, il faut peut-être regarder la tumeur. Et comme on a ça dans 94% des cas dans la radiothérapie de contact, on a appelé ça la radiothérapie de contact avec une préservation programmée, bien sûr, dans des petits cancers sélectionnés. Et la question, c'est est-ce qu'il faut faire du Bergama opportuniste, on irradie tout le monde et on voit ce qui se passe au bout de quelques temps, ou est-ce qu'il faut faire du planifié à la papillon avec des tumeurs sélectionnées, des très fortes doses. Et on a donc fait l'essai Opéra, donc c'est les T2, T3 de moins de 5 cm. À Bergama, on fait 45 grès plus un boost de 9 grès en externe. Et dans l'essai Opéra, au lieu du 9 grès, on fait 3 séances de contact. Et vous savez que le résultat global, publié dans Lancet, c'est 81% avec le bras contact. On a publié récemment les résultats à 5 ans. Le docteur Baron, qui est un radiothérapeute qui maintenant dirige la radiothérapie de contact au centre Antoine Lacassagne. Brièvement, bon, vous savez comment ça se passe. Ça, c'est l'appareil papillon. Le malade est en genou pectoral. On fait une rectoscopie, puis on met un applicateur qui fait 3 cm. On localise la tumeur de façon parfaite. On y met le tube à rayons X. On a une irradiation qui va sur 5 mm et après tout s'arrête et on irradie des tumeurs plutôt polypoïdes que l'on contrôle dans 80% des cas. L'essai à 5 ans dans le bras contact, 79% de conservation à 5 ans versus 56, vous voyez un petit P très élevé. Ce qui est encore plus important, c'est que dans cet essai, on avait stratifié à l'avance les tumeurs de 3 cm ou moins versus les autres. Et celles qui avaient 3 cm ou moins de diamètre ont commencé par le contact. Et vous voyez, là, le résultat est tout à fait surprenant. 93%, 61%, avec 2 rechutes sur une quarantaine de malades. Bien sûr, on ne change rien aux métastases, on n'a pas la prétention de guérir plus. Et on a une survie globale pour des malades dont la moyenne est de 70 ans, de 91%, qui est comme les essais Oprah ou Prospect bien connus. La toxicité, on a pu faire des TME derrière sans toxicité. Il n'y a pas de toxicité importante, pratiquement jamais de G4, quelques G3. La fonction intestinale mesurée par le score de Lars quand il est de moins de 30, c'est qu'elle est bonne. Dans le bras Bergama, 79 de bons résultats, 83% avec le contact. Le seul petit effet secondaire, c'est qu'il y a des petites taches de sang sur le slip qui surviennent pendant la première et deuxième année de grade 1-2 et qui sont dues à ces télangiectasies et qui, vous voyez, disparaissent au bout de 3 ans et au bout de 3 ans, ça ne saigne plus. On a fait également des études de qualité de vie sur les malades et globalement, les 2 bras font exactement la même chose, globale, l'activité virtuelle, l'amnité uniraire, etc.
La conclusion, c'est une conclusion d'un chirurgien qui a fait l'éditorial après la publication du Lancet. L'opéra est la première étude qui montre qu'on peut augmenter la préservation. Ça n'est plus une loterie, c'est dû au contact et ça devrait changer les pratiques. Et effectivement, ça a déjà un petit peu changé les pratiques parce qu'en 1996, à Lyon, vous voyez, avec Olivier Gléhen, Jacques Beaulieu, Christian Partinski, on avait randomisé le pré-op seul avec le pré-op plus contact. On augmentait significativement la réponse complète et on avait déjà 25% de réponse complète avec conservation de l'organe. Ça s'était maintenu à 10 ans et c'est comme ça qu'on est allé à l'HAS et que la HAS a dit c'est un service médical rendu pour le cancer du rectum et c'est remboursé. Les Anglais ont fait la même chose avec cet essai randomisé et eux, ils le réservent aux malades inopérables. La grande nouvelle, c'est que quand même en France, on a fait de guidelines de la Société nationale de francophone de gastroentérologie, la CNFGE. Ce guideline est rédigé par Eddie Cotte, le chirurgien lyonnais, et elle dit clairement pour les T2N0, quand elles font moins de 4 cm, il faut penser à la conservation, et quand elles font 3 cm au moins, il faut commencer par la radiothérapie de contact. C'est écrit noir sur blanc. Et les Allemands se mettent à faire la même chose. L'autre jour, un mois à Vienne, il y avait le congrès de l'Estro. Organ preservation intended, quand la tumeur est petite, T2N0, voire T2N1. Comment faire pour que l'on commence effectivement, puisque l'idée c'est de faire changer les pratiques par la radiothérapie de contact pour ces petites tumeurs, c'est très simple. Quand vous avez un cancer qui fait 3 cm ou moins, vous appliquez le principe de « je respecte le guideline français ». Et si je suis près de Paris, je l'envoie au docteur Durand-Labruni, qui, je peux vous dire, est un as de la radiothérapie de contact. Vous allez voir, vous allez entendre souvent parler de lui dans les années qui viennent. Mais si vous êtes plutôt près du sud, vous l'envoyez à David Baron à Nice. Et si vous êtes près de Lyon, vous allez chez Nicolas Barbet, qui est à Lyon, ou à Mâcon. Vous voyez ici Durand-Labruni dit Jérôme, qui fait ses premiers pas il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et Papillon, tout disparaissait, Jaffa fait mieux, et voilà ce que fait ici, voilà, Jérôme Durand-Labruni, la malade, en septembre, la tumeur. Ce rectoscope, c'est très important, je vais vous en parler. Il mesure 2,5 cm de diamètre. Et mon topo, c'est de vous inciter, vous les chirurgiens et les chirurgiennes, à faire vous-même votre rectoscopie. Une des modifications que j'ai vues, j'ai connu les chirurgiens qui faisaient leurs colonos et leurs endoscopies. Et maintenant, c'est passé au gastro. Il faut que vous repreniez l'habitude d'examiner vos patients, bien sûr au toucher rectal, mais avec une rectoscopie, avec ce rectoscope que je vous montrais. Là, vous pouvez dire que la tumeur, elle mesure de façon très précise, à peu près 2,4 cm de diamètre. Vous faites une première séance, vous avez une réponse partielle, et ensuite, vous avez la réponse complète. Et 6 mois plus tard, c'est pas moi, c'est Jérôme qui obtient ce résultat, comme Papillon, il y a 60 ans. Et puis maintenant, c'est pareil au Karolinska, puisqu'ils ont acheté l'appareil au Karolinska. Vous avez une tumeur qui est ici, 3 séances, et réponse clinique complète. Donc voilà, comment faire tout ça. Et là, dans le livre From Papillon que vous trouverez sur le stand de Clérade, il y a la préface par Garcia Aguilar, le chirurgien de New York, au MSK, qui veut acheter l'appareil. Simplement qu'on ait le FDA et il l'aura. Et il dit très justement pourquoi ça marche. Parce qu'on fait une dose très forte, donc c'est efficace, et comme c'est dans un tout petit volume, c'est pas toxique. Et il dit, la clé de tout, c'est qu'il faut savoir faire la rigide rectoscopie. Et c'est la clé de tout, effectivement. Alors, comment faire pour suivre les recommandations du TNCD français? 3 choses, mesurer la tumeur, évaluer les réponses et commencer par le contact. Quand on regarde les essais randomisés, on parle de locally advanced, on parle de stade 2 T3, on parle de le bon, la brute et le méchant. Non, ça c'est la tour de Babel. Il faut avoir le TNM, il faut mesurer la tumeur, il faut faire l'IRM, l'échographie T1, T2, T3, AB, etc. Il faut avoir une mesure de façon très précise en millimètres de son diamètre et surtout, vous verrez, j'y reviendrai, il faut avoir sa topographie circonférentielle dans la circonférence rectale, postérieure, latérale, antérieure, etc. L'IRM pour la mesurer, vous voyez, ça c'est très précis. Voilà des tumeurs de 42-43 sur la coupe sagittale, c'est parfait. On a fait dans l'essai opéra venir les grands radiologues, Stéphanie Nougaret de Montpellier, on a fait venir Regina Bistan de Hollande. Et quand on a mesuré les tumeurs, dans tous les cas,
les experts étaient d'accord avec la mesure qui était dans le CRF, c'est-à-dire que les IRM faites en France et en Angleterre étaient tout à fait fiables. Et quand on a repris les essais Opéra, on a mesuré les malades qui faisaient moins de 3 cm, entre 3 et 4, et regardez la corrélation parfaite avec le CEA, avec un petit P qui a bluffé le statisticien. Donc voilà, la mesure, c'est très important. Ça se fait par l'IRM, mais surtout rectoscopie et toucher rectal. Le toucher rectal en génupectoral, c'est simple. Le rectum s'ouvre, c'est comme une cavité buccale. C'est très facile à examiner et c'est encore à Montpellier que Lamarck était un des premiers à faire ça en génupectoral. Voilà la position avec la joue gauche sur la table. Et vous utilisez ce rectoscope qui fait, vous voyez ici, 17 cm, 2 cm de diamètre. Vous voyez la tumeur, vous faites ça à votre cabinet, ça prend 3 minutes de rectoscopie, 2-3 minutes de toucher rectal. C'est vite, simple, rapide, efficace et précis. C'est pour moi la baisse-langue de l'ORL transformée à la proctologie. Voilà l'appareil de Legrand que vous pouvez voir également sur le stand de et voilà tous les aspects de tumeur, des petites polypoïdes avec un petit sillon, une ulcération plus ou moins profonde, voire très profonde. Ça, c'est de la clinique et c'est la rectoscopie rigide qui vous permet de faire tout ça. Et puis le toucher rectal. Alors vous commencez par un toucher rectal pour dilater un petit peu l'anus, ensuite vous faites votre thérotomie et quand vous avez vu la tumeur, vous remettez le doigt et à ce moment-là, tout paraît limpide. Vous savez exactement ce qui se passe et vous pouvez même faire à travers ça une palposcopie pour essayer de repérer la consistance de la paroi de la tumeur que vous examinez. C'est ce que Lars Pallman appelait le bioprobe et quand on rajoute le toucher rectal, on améliore la spécificité, sensibilité. On rappelle que la paroi rectale, c'est 5 mm. Donc le toucher rectal, ça c'est la seule chose que l'intelligence artificielle ne remplacera pas. Elle remplacera l'IRM, la radio, mais le toucher rectal, jamais. Par contre, ce toucher rectal, et ça c'est tout à fait intéressant, j'ai ressorti ces chiffres parce que j'ai assez bien connu John Nichols, c'est un chirurgien du Saint-Marx, il a fait une publication tout à fait remarquable où, avec un autre collègue, ils ont examiné en toucher rectal, génupectoral, les cadrans. Un cadran envahi, 2 cadrans, 3, 4. Quand il y en a un ou deux, 3 fois sur 27, ça guérit. Aucun échec quand ça fait qu'un cadran. La réponse, c'est quand la tumeur occupe un cadran, c'est-à-dire qu'en gros, elle va de midi à 3 heures ou de 3 heures à 6 heures. Elle ne fait jamais plus de 3 cm. Elle n'a généralement pas de ganglion. Elle guérit presque toujours. Donc, pour sélectionner, les chirurgiens, les oncologues, tout le monde, en génupectoral, rectoscopie, toucher rectal, l'IRM bien sûr pour les ganglions, et la CE qui je crois n'est pas intéressant. Alors ensuite, il faut évaluer la réponse. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. Et Angelita Bergama a appelé de façon géniale cette attitude la watch and wait. Et le mot-clé, c'est watch. Et wait, il ne faut pas se presser non plus. Alors c'est bien sûr temps dépendant, et c'est la triade bien connue, rectoscopie, toucher rectal, imagerie. Alors voilà, quand vous faites les rectoscopies avec le rectoscope Legrand, exceptionnellement, vous voyez la fameuse petite cicatrice blanchâtre. Ça, c'est rare de la voir. Et ça, c'est vraisemblablement parce qu'il y a une réponse immunologique par apoptose. Le plus de temps, il n'y a plus rien, c'est parfaitement souple, mais il y a un peu d'inflammation, il y a une petite ulcération. Et puis, vous pouvez avoir un ulcère plus profond. Au toucher rectal, c'est inquiétant, vous mettez la rectoscopie, il est bien régulier, vous refaites le toucher rectal et vous dites, ça sert à rien de faire une biopsie. Par quoi vous avez une fibrose, là, l'IRM est très utile, ça c'est plus facile, c'est souple, ou un petit granulome résiduel. Et puis, à long terme, les fameuses télangiectasies, ça c'est ce que Papillon mettait dans son bouquin, les télangiectasies actuelles, voilà. Et à la vidéo-endoscopie, pendant ou après les rayons, ils appellent ça télangiectasie. Ça, c'est pas c'est un effet d'optique de la vidéo-endoscopie, c'est des capillarites inflammatoires, ça saigne très peu. Par contre, ça, c'est précoce et les télangiectasies, les vraies, elles apparaissent au bout de 6 mois, 1 an. L'IRM est capital. Voyez, une chose que j'aime bien dans l'IRM, c'est ce que j'appelle le croissant noir. Vous avez une fibrose et vous avez exactement cette image qui remplace la tumeur. Et ça, c'est bien à Nice, mais c'est également en Angleterre. Vous avez exactement la même fibrose ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle disparaît parce que la fibrose, c'est évolutive. Au bout de 2-3 ans, elle disparaît. Alors, pourquoi commencer par le rectal premier? Eh bien, parce que d'abord, dans la série de Nice, on avait examiné cette réponse en fonction du facteur et on avait montré que quand on commençait en vert par le contact, au bout de 4 semaines, on avait une réponse complète entière et au bout de 14, dans 80%, alors que quand on commence par l'externe, vous voyez, ça va beaucoup moins vite. Et dans l'essai Opéra, on avait stratifié
Les tumeurs de moins de 3 cm, on commençait par le contact, et ensuite on faisait l'irradiation externe, et les tumeurs de plus de 3 cm, on commençait par la radiochimio 45 degrés, et on faisait le contact. Et vous avez vu que au total, à 5 ans, on a 79 et 56, mais quand on fait les petites tumeurs, on a 93 et 54, et on n'a que 67 et 57. Pourquoi ça marche de façon si différente? C'est peut-être la taille, mais quand on fait multivarier, alors ça c'est surprenant, le T n'intervient pas, le diamètre n'intervient pas, et la seule chose qui marche, c'est la radiothérapie de contact première. Ça, si vous trouvez la raison, ça c'est un miracle, et vous avez un prix Nobel. C'est ce que j'appelle la baguette magique. Regardez, une tumeur, je me rappelle bien, il y a 2-3 ans, un T3 très ulcéré, 2 séances de contact et il n'y a plus rien. Et il n'y a pas de réaction inflammatoire. C'est la fameuse cicatrice pâle. Et pour moi, ça, voilà, ça marche comme ça. C'est quelque part, on irradie, ça déclenche les fameuses cellules dendritiques et c'est exactement la photo que vous a montré Jérôme tout à l'heure pour la peau. Cette malade, elle a reçu des doses homéopathiques. Elle a reçu 3 fois 7 grès sur 3 champs différents parce qu'elle était inopérable, inirradiable, pas d'électrons. On l'a laissé partir dans la nature et après une dose homéopathique, ça a guéri. Miracle. Qui je crois, alors ensuite je peux vous faire des tas de discours sur l'apoptose et les PD1, PDL1, je crois que c'est vrai, d'autant plus que à Vienne, il y a un mois, il y a eu 2 publications anglaises et les Stellar 2 des Chinois où en faisant dans des tumeurs mismatch résistantes, durvalumab ou sintilimab, ils arrivent à 50%, voire 45% de réponse clinique complète. Un peu d'irradiation et l'immunothérapie, et ce n'est pas des tumeurs MSI. Donc voilà, c'est ce que dit Garcia Aguilar d'ailleurs dans la préface du bouquin que vous voyez chez Clérad. La radiothérapie de contact offre l'avantage de détruire l'ADN sans inhiber la réponse immunitaire qui se passe dans les ganglions qui sont autour, puisque la dose, elle ne touche que la tumeur et pas les ganglions. Donc, dans toutes ces raisons, vous commencez par la radiothérapie de contact. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a laissé Opéra? Eh bien, on continue. On a Opéra, on a Gricard 2, 12, on a Prodige 23 et le Folfirinox. Et l'essai, c'est Trésor. Vous avez le PI de Trésor, c'est Jérôme Durand-Labruni. C'est sponsorisé par Gustave Roussy. L'essai, je le caricature un peu, le standard qui vient de Gricard 12, Prodige 23 et Accord 12. On commence par Calcus Folfirinox. Ensuite, on fait du CAP 50 et on évalue. Et on randomise contre la même chose, mais là, tout de suite après la 4e cure, on fait 3 cures de contact. Et on veut passer de 45 à 65% de réponse complète et de conservation à 2 ans. Il faut 200 et quelques malades. Et mon message, c'est participer à Trésor. Pourquoi? Parce que ça va marcher. Et pourquoi on le sait? Parce qu'on a commencé déjà. Vous voyez, entre 2021 et 2022, on a mis 14 patients qui ont été traités à la façon Trésor pour des grosses tumeurs qui faisaient plus de 3 cm. Et à 1 an, on a eu 12 sur 14 qui étaient en réponse complète avec une toxicité essentiellement du Folfirinox, mais acceptable. Voilà, une grosse tumeur qui était comme ça. On fait le Folfirinox, on commence le contact. Après 2 contacts, il n'y a plus rien. Et vous voyez, 4 ans plus tard, la tumeur a disparu. Ça, c'est une patiente qui était d'Avignon. Alors, c'est intéressant parce que vous dites, ah ouais, mais les envoyer à Paris, les envoyer à Lyon, c'est compliqué. On a eu beaucoup de malades d'Avignon avec Laurent Mineur. Et le malade, il part, ou la malade, elle part à 8 heures d'Avignon en taxi. Elle arrive à 11 heures à la Cassagne. On l'examine, on la traite. À midi, c'est fini. Elle reprend le taxi, elle est chez elle l'après-midi. Et il y a des gens, le premier malade d'Opéra, il est venu d'Amiens en avion. D'Amiens. Et Amiens va acheter la radiothérapie de contact dans les mois qui viennent. Donc, Avignon, grosse tumeur. Ça fond un peu, mais pas complètement avec le Folfirinox. L'adhésion est stable. On a une réponse partielle avec la radiothérapie CAP 50. Quand je vois la malade, il reste une tumeur, vous voyez le rectoscope, 2,5 cm, une première séance. 15 jours plus tard, une réponse presque complète. 3e séance, il n'y a plus rien. Donc, vous suivez le protocole du TNCD qui vous dit que pour les T2N+, ou les T3NX, vous pouvez faire l'essai Trésor, vous participez. L'essai a commencé. Jérôme a déjà mis 17 malades dans l'essai entre Nice, Lyon et Paris. Les Anglais vont bientôt rentrer dedans. Et normalement, dans 3 ans, cet essai devrait être terminé. Et Varec, ça c'est très intéressant.
Dans Évarec, la réponse, elle est évaluée à 2 mois, 4 mois, 6 mois après la fin de la radiothérapie. À mon avis, il faut évaluer plus tôt. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans Opéra, quand on commençait par le contact, à la semaine 4, on avait fait une première séance de contact à 0, une deuxième à 2, et à 4, on voyait le malade après 2 séances de contact. Et quand on commençait par la radiochimiothérapie, 5 semaines de radiochimiothérapie, on attend 2 ans pour que ça se calme un petit peu, on fait la rectoscopie, le toucher rectal pour commencer la radiothérapie de contact, donc on avait des évaluations à la week 4, à la week 8, et puis 4 semaines à la week 12, et puis ensuite à la week 14, et ensuite 20-26. Alors voilà, quand vous faites le contact, la tumeur, après 15 jours, réponse partielle, réponse complète, la même chose, tout ça c'est des malades d'opéra, et quand vous comptez les choses, dans les B1 où on commence par le contact, sur 30 malades, vous en avez 50 qui à la 4e semaine, vous commencez le 1er janvier, le 1er février, vous dites à la malade, il n'y a plus rien, tout est souple. Et puis, bien sûr, à la week 14, 100% vont bien, et il va y avoir 95% de contrôle local et de conservation. Et que non, vous avez des malades B2 où vous commencez par la radiothérapie externe et la chimiothérapie, alors là, c'est complètement différent. Vous n'avez que 13% de réponse à la semaine 8. Vous faites du contact, là, vous montez à 50. À la fin, en attendant un peu plus, vous arrivez à 89 parce que c'est watch and wait. Mais là-dessus, vous avez 9 récidives locales, alors que là, il n'y a qu'une récidive locale. Donc, il faut commencer par la radiothérapie de contact et faire des surveillances régulières. Et je propose que dans FOLFIRINOX de Trésor, on fasse des rectoscopies pendant les cycles de chimiothérapie. Vous pouvez savoir tout ça en venant le 5 décembre à Nice, où vous aurez le congrès Lucar, où vous aurez Garcia Aguilar, vous aurez Gérard Bitz de Hollande, vous aurez Simon Barr qui fait l'essai Star Trek, etc. Et vous aurez les guidelines récents. Et ma conclusion, c'est bien, lundi prochain, vous changez vos pratiques, vous suivez les recommandations du TNCD, écrit par Eddie Cotte, vous mesurez la taille de la tumeur avec la rectoscopie rigide et son cadran avec le toucher rectal. Si la tumeur fait de moins de 3 cm, vous l'envoyez à Jérôme Durand, à la Bruni, à Nicolas Barbet ou à la Cassagne. Vous incluez dans Trésor. Je crois qu'il faut faire quelques modifications dans Évarec et dès demain matin, vous pouvez passer sur le stand Clérade où vous verrez l'appareil qui fait le rectum, la sein, la peau. Vous pourrez acheter le bouquin. Et puis, je crois qu'il faut acheter le rectoscope le grand. Et je suis sûr qu'à Clermont, vous êtes obligés maintenant d'acheter l'appareil. Merci. Gérard, tu es très très fort. Tu es très très fort. Moi, je suis très content d'avoir participé à la modération de cette session et je me souviendrai longtemps qu'en génie pectoral, le rectum s'ouvre comme une cavité buccale. C'est beau. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Merci à tous et j'espère qu'on aura rapidement la machine à Jean Perrin. Et que l'essai va avancer pour continuer à apporter les preuves, comme tu le disais. Un essai entre Trésor et Évarec. La France est un tout petit peu en train de se diviser entre Évarec et Trésor. C'est dommage. Il faut absolument qu'on se remette autour de la table pour que ces 2 essais fonctionnent ensemble. Parce que, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on traite 30 malades par an à Gustave Roussy, 50 à 60 à Lyon, 20 ou 30 à la Cassagne, ça fait, vous voyez, 30, 110. En Angleterre, ils en traitent 800 en ce moment. Entre Liverpool qui en fait 400, Guildford qui en fait 200, Hull et Nottingham. Les Anglais sont en train de prendre le pouvoir sur la radiothérapie de contact du rectum. Ça serait dommage. Donc, il faut s'unir. Voilà, l'union fait la force. Évarec avec Trésor et on devrait avoir, pour les petites tumeurs, Rouanet disait tout à l'heure, 100% de conservation. Non, il faut viser en mots 80% pour ces petites tumeurs et monter à 75% avec FOLFIRINOX, plus etc. pour les plus grosses.
C'est juste pour parler d'Evarec et de Trésor. Du coup, en fait, ce sont deux essais qui sont pas forcément qui sont pas opposés en fait. Hein. Evarec, c'est un essai de conservation pour des petites tumeurs du rectum qui font moins de 35 mm si mes souvenirs sont bons. Trésor, c'est à partir de 3 cm jusqu'à 6 cm. Donc la recoupe, elle est de l'ordre de 5 mm et il n'y a pas vraiment de concurrence là-dessus. Donc on s'est mis autour de la table et on discute avec Quentin Donost d'ouvrir les essais dans les mêmes, d'ouvrir les deux essais dans les mêmes centres et dans le bras expérimental de Evarec, il y a de la radiothérapie de contact qui est prévue. Donc je pense qu'il y a je pense que les choses vont dans le bon sens. Je fais simplement une remarque. Effectivement, Evarec, c'est les T1, T2 de moins de 4 cm qui actuellement, d'après le guidelines du TNCD, doivent être traités par contact premier, plus un peu de radiothérapie, voire un 5/5. Donc, si leur fait de folfirinox, radiochimio, plus tout ça, c'est un peu du surtraitement. C'est ce que va dire Garcia Aguilar quand il viendra en décembre à Nice, puisque vous savez qu'il y a un essai qui s'appelle Janus au National de MSK à New York, qui compare Folfox et folfirinox. Et d'ailleurs, un des problèmes, c'est que si les Anglais veulent rentrer dans Trésor, ils ne veulent pas faire folfirinox, ils veulent faire Folfox. Donc voilà, il faut se mettre autour de la table, on va y arriver, et il faut que les Français restent unis. Oui, j'avais une question. Vous avez la possibilité d'évaluer la dosimétrie exacte que reçoivent les patients dans ces... Et en fait, ça entraîne une deuxième question. C'est est-ce qu'il y a une place lorsqu'on a une rechute, puisque je vois qu'il y a certains patients qui ont une rechute locale, hein, j'entends, après radiothérapie de contact, de faire une radiochimiothérapie classique? Je ne suis pas étonné de ces deux bonnes questions. Est-ce que ça passe? Alors, ce qui m'étonne, c'est la rechute par radiothérapie classique. Je m'attendais à, quand vous avez une petite rechute, pourquoi vous ne feriez pas une exérèse locale? Et j'ai la réponse à ces deux questions. La dose précise, on la connaît de façon parfaite parce qu'on est capable de faire des codes Monte-Carlo, c'est de la dosimétrie, qui montre exactement comment la dose se distribue. C'est la courbe que je vous ai montrée où il y avait du rouge-bleu là. On sait avec la précision du millimètre ce que la dose, comment elle évolue dans les tissus. Et ce qui est très important, c'est que pour qu'on ne fasse pas la tour de Babel et que les Anglais, les Suédois, les Suisses qui ont là, etc., on parle le même langage. Quand on parle de dose, elle est toujours distribuée à la surface de l'applicateur. Emmanuel Baranger connaît ça par cœur. À la surface de l'applicateur, et quand on fait une peau ou un rectum, elle est toujours prescrite à la surface de l'applicateur. Quand on fait 30 Gray dans une tumeur du rectum, c'est le sommet de la tumeur qui reçoit, et à 5 mm, on regarde les isodoses, il reste 15 Gray. Ça, c'est très précis. Alors, la deuxième question, c'était quand on a une rechute locale. Quand on a une rechute locale, voilà. Est-ce qu'il y a une place pour rester encore conservateur? Alors, on est en train de faire le travail. On fait le travail avec Eddie Cott, un garçon qui s'appelle Saluki, et un chirurgien de Nice qui s'appelle Patrick Baquet. On reprend 29 exérèses locales qui sont dans Opéra sur les 140 malades. Et il y a la phrase de toujours à Lucar de Garcia Aguilar, c'est l'exérèse locale actuellement. Garcia Aguilar à New York, il ne fait jamais d'exérèse locale. Les Hollandais, ils ne font jamais d'exérèse locale. Moi, je crois qu'il y a une place pour l'exérèse locale. Aguilar, il dit l'exérèse locale, c'est soit inutile parce que vous avez une pièce stérilisée, soit insuffisant parce que une exérèse locale, c'est un PT2 et vous n'êtes pas sûr que ça ne peut pas repousser. Alors, j'ai un patient qui est dans le bras A et il illustre deux choses. C'est un costaud, conduit un camion, il a 60 ans, il est près de la retraite. Il n'a que la radiochimio, le bras à Bergama, il est en réponse complète, on lui dit watch and wait, il revient 6 mois plus tard, je le suis, je fais mon toucher rectal, il va très bien, je sens rien, je dis, je vais quand même faire la rectoscopie, je fais la rectoscopie et je vois une petite tumeur. Au doigt, je n'ai pas senti, qu'à l'IRM, on n'a pas vu. Eh bien, cette tumeur, on l'a enlevée, exérèse locale, c'est Emmanuel Benizri qui l'a enlevé. C'était un PT1 R0 et 3 ans après, je suis parti de la Cassagne il y a 1 an, il me dit au revoir, il m'a embrassé, je crains un peu, mais voilà, on s'est quittés vraiment bons amis. Donc l'exérèse locale, il y a une place pour l'exérèse locale. Le problème, c'est où la mettre. Alors on a évalué ça, hein, on a fait une thèse. Ça perturbe un tout petit peu le large score.
Mais si c'est le prix de la guérison, ça vaut vraiment la peine. Je propose que ce soit le magnifique mot de la fin de cette session. Clairade, merci beaucoup Jean-Pierre et merci aux orateurs.